Je m'appelle Ursule Merrill. J'ai 67 ans, je suis une infirmière libérale à la retraite. Et jusqu'à il y a 2 mois, je croyais encore que si vous donniez votre vie à votre famille, elle vous soutiendrait lorsque vous ne seriez plus forte. Je me suis trompée. Il y a 2 mois, je dormais dans ma voiture. Oui, ma voiture. Après que mon fils et sa femme m'ont piégée pour que je leur cède la maison dans laquelle j'ai construit ma vie, la même maison où je l'ai élevée, où j'ai enterré mon mari et où j'ai préparé de la soupe chaque dimanche pendant 30 ans. Et ils me l'ont prise. Maintenant, je vis ailleurs. Une maison que je n'ai pas gagnée mais qui m'a été donnée par quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 2 décennies. Mon frère. Mon frère millionnaire. Il m'a trouvée grelottante sur le parking d'un hypermarché Carrefour, blottie sous une couverture sur la banquette arrière de ma vieille Renault Laguna. Il n'a pas demandé pourquoi. Il m'a simplement tendu des clés, une nouvelle maison, un nouveau départ, et un chèque de 5 millions d'euros. Je ne l'ai pas dit à mon fils. Je ne l'ai dit à personne. J'ai simplement emménagé discrètement, comme un fantôme sortant de sa tombe. Je les ai laissés croire que j'étais partie. Effacée, impuissante. Et puis, il y a tout juste 4 jours, il est apparu. Nathan, mon unique enfant, mon petit garçon, maintenant un homme de 39 ans, se tenant sur le porche de ma nouvelle maison comme s'il y était chez lui, tenant un bouquet de roses blanches. Les mêmes roses qu'il avait apportées aux funérailles de son père. Les mêmes fleurs que sa femme, Léa, avait utilisées pour décorer le centre de table lors de mon dernier dîner d'anniversaire. Celui où il m'avait convaincu de signer quelques documents pour une protection juridique. Nathan se tenait là, maladroit, transférant son poids d'un pied à l'autre. Il ne m'avait pas vu depuis des semaines, pas depuis que les serrures avaient changé et que le silence entre nous était devenu assourdissant. Il a souri comme si c'était des retrouvailles. « Salut, maman », a-t-il dit doucement, en me tendant les roses. « Tu as l'air en forme. » J'ai regardé les fleurs, des roses blanches, fraîches, délicates, pures. Quelle ironie, ai-je pensé. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait de l'autre côté de cette porte. Il ne savait pas que je n'étais pas dans un EHPAD à pleurer sur ma trahison. Il ne savait pas que sa mère, vieille et silencieuse, était devenue quelqu'un avec des choix, avec de la force, avec un dossier sur la table à côté de la théière, contenant chaque mensonge, chaque falsification, chaque conte qu'il pensait que je ne verrais jamais. Je n'ai pas demandé pourquoi il était venu. Je ne l'ai pas grondé. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert la porte et me suis écartée. « Entre, Nathan », ai-je dit calmement. Il a hésité. Le poids de la maison, le silence du couloir, la chaleur de l'air, tout cela l'a pris au dépourvu. « Ça ne ressemble pas à une maison de retraite », a-t-il marmonné, ses yeux balayant les hauts plafonds, la cheminée en marbre, les parquets polis qui captaient la lumière du matin juste comme il fallait. Je n'ai pas répondu, car certaines vérités ne se disent pas avec des mots. Certaines vérités se montrent. Il y a 2 mois, je vivais dans ma voiture. Maintenant, j'étais ici. Et Nathan, debout devant la mère qu'il pensait avoir enterrée sous des papiers et des astuces juridiques, était sur le point d'apprendre que certaines femmes ne se battent pas avec les poings ou la fureur. Nous nous battons avec le silence, avec la préparation, avec une autre sorte de pouvoir. Celui qui n'a pas besoin d'être bruyant pour être absolu. Il m'a suivi à l'intérieur. J'ai pris les roses et les ai posées délicatement sur la table, à côté du dossier. Puis je me suis assise en face de lui, j'ai regardé dans les yeux que j'avais autrefois vus dans un berceau, et j'ai prononcé les mots que je répétais dans ma tête depuis des semaines. Parlons. Car cette fois, ce n'était pas moi qui n'étais pas préparé. Avant de continuer, laissez-moi vous parler de la maison. La vraie maison. Celle de la rue des Cèdres, pas celle que Nathan a vue la semaine dernière avec ses lustres en cristal et ses sols en marbre, mais le foyer où ma vraie vie s'est déroulée pendant près de 40 ans. Ce n'était pas luxueux. Juste un modeste pavillon de plain-pied avec des volets écaillés et une balancelle sur le porche qui grinçait chaque fois que le vent tournait. Mais chaque coin, chaque éraflure sur le parquet, chaque éclat dans le carrelage de la cuisine portait une histoire. Nous l'avons acheté en 1984. Thomas et moi venions de nous marier. Moi, fraîchement diplômé de l'école d'infirmière. Lui, un nouvel instituteur avec un cœur trop grand pour ce monde. Il croyait toujours au barbecue de quartier, à laisser des pourboires généreux aux serveuses et à laisser les enfants être bruyants parce que c'est ainsi qu'on sait qu'ils se sentent en sécurité. Nous n'avions pas grand-chose. Je me souviens avoir mangé des haricots verts et du riz la première année où nous avons emménagé, juste pour pouvoir payer les réparations du toit, mais d'une manière ou d'une autre, cette maison a toujours semblé chaleureuse. Elle sentait la soupe à la tomate en hiver et le linge frais le dimanche.
Le jardin arrière n'était pas grand, mais Thomas aimait ce lopin de terre comme s'il était sacré. Il a planté un magnolia blanc pour moi au printemps de mes 33 ans. Il disait qu'il lui rappelait à quel point j'avais l'air calme quand je dormais. Il était ce genre d'homme. Le soir, nous lisions des livres à voix haute dans le salon. Lui, les pieds sur le pouf, moi, blotti sous une couverture en crochet avec mon thé. Nathan courait autour de nous en prétendant être un super-héros, ses petites chaussettes glissant sur le sol. Cette maison contenait tout. Mes anniversaires, mes fausses couches, nos disputes, nos pardons, l'appel téléphonique où nous avons appris que le cancer de Thomas était revenu pour la 3e fois. La dernière nuit où il ne pouvait plus respirer sans mon aide et où il m'a serré la main, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il ne voulait pas que j'aie peur. Il y a 7 ans, j'ai lavé sa tête d'oreiller et plié sa chemise en flanelle dans le tiroir du bas. Je n'ai pas pu me résoudre à la donner. Je ne l'ai toujours pas fait. Après son décès, je me suis consacrée à être une mère, une grand-mère, une amie. Nathan est devenu ma raison de vivre. Je cuisinais pour lui tous les dimanches, même après son mariage avec Léa. Je gardais leur fille quand ils voulaient partir en voyage. J'offrais de l'argent quand le travail était difficile. Et je n'ai jamais rien demandé en retour parce que c'est ça, l'amour, n'est-ce pas? On donne sans facture. Cette maison est devenue mon sanctuaire. Après Thomas, c'est devenu le seul endroit où je sentais encore sa présence. Le grincement de la 3e marche de l'escalier, l'accoudoir usé de son vieux fauteuil, la tasse de café qu'il utilisait tous les matins avec l'éclat sur le bord. Je ne l'ai jamais déplacé. Certains pensent que c'est s'accrocher. J'appelle ça se souvenir. Et donc, quand Nathan et Léa ont suggéré de simplifier les formalités administratives, disant que cela protégerait la propriété au cas où il m'arriverait quelque chose, j'ai dit oui. Non pas parce que je ne comprenais pas ce que je signais, mais parce que je leur faisais confiance. Je faisais confiance à mon fils. L'enfant que j'avais porté dans mon corps pendant 39 semaines. Celui que j'avais soigné pendant ses fièvres, conduit à ses cours de musique, applaudi à chaque concours de dictée, même quand il arrivait 4e. Je pensais, naïvement, bêtement, que si je lui donnais la maison sur le papier, il me donnerait le foyer dans son cœur. Mais je me trompais. Tellement. C'est pourquoi maintenant, quand je marche dans les couloirs polis de ma nouvelle maison, je pense encore à celle que j'ai perdue. Non pas parce que je la veux en retour, mais parce qu'elle me rappelle à quel point il est facile d'être aveugle quand on regarde à travers le prisme de l'amour. Et parfois, il faut n'avoir rien, pas même une clé de sa propre porte, pour enfin voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Nathan n'a pas changé d'un seul coup. C'était lent, comme un changement de vent. Un jour, vous étendez le linge et la brise est douce. Le lendemain, elle vous mord la peau et vous fait vous demander si vous n'aviez pas imaginé la chaleur. Quand il m'a présenté Léa, je me souviens avoir pensé. Elle est posée. Trop posée, peut-être. Elle parlait par phrases douces et mesurées, souriait quand il le fallait, et s'assurait toujours que son chemisier était impeccablement repassé, ses boucles d'oreilles assorties à ses chaussures. Ses compliments étaient chaleureux mais génériques, comme si elle les avait mémorisés dans un magazine pour belles filles. « Madame Merrill », dit-elle la première fois qu'elle me serra la main. « Nathan m'a tout dit sur vous. » Je me souviens m'être sentie étrangement mal à l'aise. Non pas parce qu'elle était impolie. Elle ne l'était pas. En fait, elle était trop polie, trop prudente, comme quelqu'un d'entraîné à désarmer. Avec le temps, ils ont commencé à venir plus souvent. Au début, cela me réchauffait le cœur. Nous dînions à nouveau ensemble le dimanche. Nathan réparait mon robinet qui fuyait. Léa m'aidait à réorganiser le porte-épices, la bibliothèque, le salon. Elle aimait optimiser, disait-elle. Un soir, alors que je servais un bœuf bourguignon et des biscuits faits maison, Léa regarda ma cuisine avec un léger soupir. « Maman », dit-elle, utilisant ce mot avec une aisance étudiée. « Cette maison est un trésor, mais c'est beaucoup à gérer pour une seule personne, vous ne trouvez pas ?» Nathan hocha la tête, mâchant lentement. « On en a parlé », ajouta-t-il, « sur la façon de rendre les choses plus sûres pour toi. » Plus sûres. Les mots se sont logés dans ma poitrine comme une pierre. Léa continua. « Et s'il t'arrivait quelque chose pendant que tu es seule ? Une chute ou un AVC. C'est une grande surface, tant d'escaliers. Ça nous fait peur. » Elle tendit la main, touchant la mienne par-dessus la table. Je ne l'ai pas retirée parce qu'elle avait l'air sincère, parce que je voulais croire que quelqu'un se souciait assez pour s'inquiéter. Et puis vint la suggestion. C'était l'idée de Nathan. Du moins, c'est ce qu'il prétendait. « Maman, et si on t'aidait avec le côté juridique ?
Tu sais, en cas d'urgence, comme transférer l'acte de propriété à mon nom pour qu'on puisse gérer les papiers, les impôts, toutes ces choses compliquées s'il t'arrivait quelque chose. C'est juste de la planification intelligente. Léa intervint, les yeux grands ouverts d'une empathie étudiée. On ne ferait jamais rien sans ta bénédiction. C'est juste pour te protéger, c'est tout. Ils ont dit toutes les bonnes choses et ont choisi la soirée parfaite. Un vendredi soir, à la lueur des bougies. Léa avait préparé du saumon à l'aneth et au citron. Nathan versa le vin, rouge, corsé, celui que je ne sortais que pour les grandes occasions. Il porta un toast à la famille et à l'avenir. Je me souviens du papier glissé sur la table. Pas brusquement, pas avec force. Il est arrivé après le dessert, après les rires, après que je me sois senti moins seule. Ils ont dit que c'était une formalité, simple, juste une précaution. J'ai signé avec mon stylo préféré, celui que Thomas m'avait offert lorsque j'avais renouvelé ma licence d'infirmière pour la dernière fois. Il portait mon nom gravé en cursive, Ursule Merrill. Je n'ai pas lu les petits caractères. Je n'ai pas demandé à appeler mon notaire, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas l'impression de donner quoi que ce soit. J'avais l'impression d'être incluse. Mais ce que j'ai signé, ce n'était pas la confiance. C'était la reddition. Je ne le savais pas alors, mais cette nuit-là marqua la fin du foyer que j'avais bâti. Le moment où j'ai remis à mon fils et à sa femme les clés de mon histoire et de mon silence, et ils n'ont jamais regardé en arrière. C'était un jeudi après-midi, et le ciel était du gris doux du début du printemps, ni chaud ni froid, juste quelque part entre les deux, comme s'il n'avait pas encore pris sa décision. Je m'en souviens parce que j'avais mis mon gilet bleu, celui avec le fil qui pendait au poignet, et j'étais rentrée lentement à la maison après mon club de lecture hebdomadaire à la bibliothèque. Nous venions de finir de discuter de la formule préférée du professeur, et j'avais même proposé de prêter mon exemplaire. Je suis partie avec un sourire, un sac rempli de madeleines que quelqu'un ne voulait pas ramener chez lui, et un cœur qui se sentait apaisé. Mais quand j'ai atteint ma porte d'entrée, ma clé n'entrait pas. Au début, j'ai pensé que j'avais pris la mauvaise. J'avais un trousseau plein de doubles, garage, abri de jardin, boîte aux lettres. Je les ai toutes essayées. Aucune ne fonctionnait. Je suis restée là une minute entière à fixer la serrure comme si elle m'avait trahi. Puis j'ai remarqué autre chose. Le paillasson avait disparu. Il était là depuis des décennies, un noir délavé avec les mots Home Sweet Home. À peine lisible maintenant. Il avait un coin qui se recroquevillait toujours en hiver. Je trébuchais dessus quand je ne faisais pas attention. Maintenant, il manquait, remplacé par un paillasson tout neuf sans mots, juste gris, plat, impersonnel. Je me suis penchée, j'ai touché le bas du cadre de la porte par habitude. C'est là que je cachais une clé de secours. Mais même cette petite boîte avait disparu. Pas égarée, enlevée. Pourtant, j'ai frappé. J'ai frappé comme quelqu'un qui était chez soi. Comme quelqu'un dont les mains avaient autrefois peint ce même cadre de porte en jaune pendant l'été 1997. La peinture s'était écaillée, mais ça ne m'avait jamais dérangé. J'ai attendu. Rien. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Un mouvement fugace derrière le rideau du salon. Puis le silence. Puis mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Léa. Maman, je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est la manière la plus douce. S'il te plaît, fais-nous confiance. Nous t'aimons. La manière la plus douce. Amour. J'ai lu les mots 2 fois, 3 fois. Et puis je me suis assise. Pas sur la balancelle du Porsche. Elle avait disparu aussi. Juste sur la marche supérieure où Thomas s'asseyait chaque Halloween pour distribuer des bonbons, déguisé en cow-boy, glissant toujours des friandises supplémentaires aux enfants timides. Je me suis assise avec mon sac de madeleine et mon gilet usé, et j'ai regardé le vent agiter les branches de notre magnolia. Mon magnolia. Il avait fleuri tôt cette année-là. Des pétales blancs comme du papier doux se pliant doucement dans la brise. J'avais l'habitude d'en couper quelques-uns et de les mettre dans un vase à côté de l'urne de Thomas Chac. Printemps. Ce jour-là, je ne pouvais même pas me résoudre à le regarder. Je suis restée là pendant des heures. Le soleil s'est déplacé derrière le toit du voisin. Le ciel est devenu doré, puis cendré. Pourtant, personne n'est venu à la porte. Personne n'a ouvert un rideau. Personne n'a parlé. J'ai pensé, peut-être que Nathan était sorti. Peut-être que Léa avait fait une erreur. Peut-être que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais la vérité était aussi évidente que la nouvelle serrure, le paillasson manquant, la clé effacée. Je n'étais pas la bienvenue. Pas seulement dans la maison,
mais dans ma propre histoire. Finalement, la lumière du Porsche s'est allumée automatiquement, projetant une lueur sur mes genoux. J'ai regardé mes mains, encore fortes, encore stables. Elles avaient tenu des vies, recousu des blessures, nourri une famille, enterré un mari. Maintenant, elles tremblaient. Je me suis levée lentement, les genoux raides à cause du froid de la marche, et j'ai redescendu le chemin, dépassant les buissons que j'avais taillés pendant des années, dépassant le trottoir fissuré que Nathan promettait toujours de réparer. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait personne pour me dire au revoir. Je n'avais jamais imaginé que je dormirais dans ma Renault Laguna, même pendant les pires tempêtes de ma vie. Quand Thomas était à l'hôpital, quand Nathan a perdu son premier emploi, quand le toit fuyait en plein hiver, je n'ai jamais pensé que je finirais ici, seul, garé dans le coin le plus reculé du parking d'une épicerie, caché à l'ombre d'un chêne mourant. La première nuit a été la plus dure. Je ne savais pas comment transformer un siège en lit. La banquette arrière était encombrée de vieux sacs en toile, d'une paire de gants de jardinage, de quelques papiers que je n'avais pas eu le temps de classer. J'ai tout poussé sur le côté, incliné le siège avant et essayé de me recroqueviller comme un enfant, mais mon corps ne se pliait plus comme ça. Le bas de mon dos me faisait mal. Mon cou s'est raidi contre le loquet de la ceinture de sécurité. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai mis un vieux pull en tricot sur mes épaules et j'ai essayé d'utiliser mon manteau comme couverture. Il sentait la cannelle et la poussière. Je ne l'avais pas porté depuis le réveillon de Noël de l'année dernière, quand j'avais fait 3 tartes et que Léa avait dit « Ta pâte est meilleure que celle de ma mère ». Je pensais que nous étions en train de créer des liens. Maintenant, ce n'était que du tissu, une couette de fortune pour quelqu'un qui n'avait plus de lit. Le lampadaire du parking bourdonnait au-dessus de ma tête. Quelque part de l'autre côté de la rue, un chien aboyait dans le silence. Et sur le siège passager, j'avais un paquet de sablés bretons à moitié mangé que j'avais pris sur l'étagère des produits en promotion. Le dîner. Non pas parce que je ne pouvais pas me permettre plus, mais parce que je ne voulais pas être vue. C'est ce que fait la honte. Elle vous fait vous sentir tout petit. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers le bas, je l'ai éteint et j'ai fixé le plafond de la voiture. J'ai compté chaque fissure dans le revêtement, chaque tache d'un café renversé depuis longtemps oublié. À 2h14 du matin, j'ai commencé à pleurer. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas théâtral. C'était le genre de pleurs qui s'échappe silencieusement, comme de l'eau sous une porte que l'on croyait bien fermée. Je ne pleurais pas parce que je n'avais pas de lit. Je pleurais parce que j'avais donné le mien volontairement. J'avais signé les papiers. J'avais fait confiance à mon propre enfant, mon unique enfant. Et maintenant, j'étais là, un fantôme avec une plaque d'immatriculation, sans adresse de retour, sans lumière sur le porche. Je me souviens avoir murmuré dans le noir. Comment suis-je passé de maman, tu es mon monde à veuillez libérer les lieux? Comment cela arrive-t-il? Personne n'a répondu, car les gens qui posent cette question connaissent déjà la réponse. Nous espérons juste qu'elle n'est pas vraie. La deuxième nuit, je me suis garé près d'une petite église. Il y avait un panneau qui disait « La grâce est gratuite, mais pas le parking ». J'ai ri aux éclats pour la première fois depuis des jours. Puis j'ai pleuré à nouveau. Je n'appartenais à aucun endroit. Ni à ma maison, ni même aux blagues. Je gardais des lingettes humides dans la boîte à gants pour me rafraîchir. J'utilisais les toilettes des stations-service pour me changer. Je mangeais de la soupe bon marché avec une cuillère en plastique que j'essuyais entre les repas. Une femme qui organisait autrefois des dîners de Noël épluchait maintenant les étiquettes des conserves dans le noir pour que personne ne sache ce qu'elle mangeait. Et chaque nuit avant de dormir, si on peut appeler ça dormir, je posais la même question. Que ai-je fait de si mal? Pas une fois, pas 2 fois, chaque nuit. Même quand je savais que la réponse n'avait pas d'importance, car il ne s'agissait pas de ce que j'avais fait. Il s'agissait de ce qu'il voulait. Il voulait de l'espace. Il voulait de l'argent. Il voulait être libéré du fardeau d'une femme qui les avait mis au monde. Je croyais que l'amour était l'endroit le plus sûr pour construire un foyer. Mais maintenant, je savais qu'il pouvait être saisi, rénové et remis en vente au nom de quelqu'un d'autre. La 6e nuit, j'ai arrêté de demander, non pas parce que j'avais des réponses, mais parce que j'avais besoin d'énergie pour survivre à la 7e. J'ai essayé d'appeler Nathan. Pas une fois. Pas 2 fois. Chaque matin pendant 6 jours d'affilée, j'ai fixé son nom sur l'écran fissuré de mon téléphone. Nathan, mon cœur. Chaque fois, j'appuyais sur appeler, espérant que la sonnerie se transformerait en une voix familière, quelque chose de chaleureux, d'humain. Au lieu de cela, je tombais toujours sur sa messagerie vocale. Bonjour, c'est Nathan.
Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous rappellerai. Bip. Je n'ai pas laissé de message. Je ne pouvais pas. Que aurais-je dit? Bonjour, mon chéri. Je vis dans une voiture maintenant. Je ne suis pas en colère, juste confuse. Ou peut-être que ton rire me manque. Tu te souviens quand on nourrissait les canards ensemble au lac Worth? Rien de tout cela n'aurait d'importance. Et de plus, j'avais trop peur que même si je laissais un message, il ne l'écouterait jamais. Le 7e jour, j'ai cessé d'essayer. À la place, j'ai commencé à entrer dans la bibliothèque municipale, non pas pour lire, ni même pour charger mon téléphone, juste pour me réchauffer. Le bâtiment était un sanctuaire silencieux de personnes invisibles. Des adolescents fuyant leur maison, des personnes âgées faisant semblant de faire des recherches, et quelques autres comme moi qui venaient emprunter de la chaleur, pas des livres. Je me suis dirigée vers les toilettes au fond. Ça sentait le nettoyant aux agrumes et la tristesse. Je me suis lavé le visage dans le lavabo, tamponnant mes cernes avec du papier toilette, essuyant les croûtes de sommeil d'une autre nuit agitée dans la laguna. Mon manteau commençait à sentir le renfermé, comme de la laine humide. J'ai vaporisé un peu de désodorisant floral sur les épaules et j'ai espéré que cela masquerait assez de honte pour passer pour de la dignité. La bibliothécaire ne m'a pas regardé à 2 fois. Ça a aidé. Je me suis assise dans un coin près des biographies. C'est approprié, ai-je pensé. J'étais autrefois une personne avec une biographie, une vie, un récit. Maintenant, j'étais juste une note de bas de page dans celle de quelqu'un d'autre. C'est là que je l'ai remarqué. Une femme plus âgée avec des cheveux gris argentés attachés en un chignon désordonné, assise en face de moi. Son manteau était 3 tailles trop grand. Elle avait un sac en toile à côté d'elle avec des chaussettes qui dépassaient et un sandwich à moitié mangé emballé dans du papier d'aluminium. Nos regards se sont croisés, et puis quelque chose que je n'avais pas vu depuis une semaine. Un signe de tête. Pas de pitié, pas de suspicion, juste de la reconnaissance. Elle s'est levée lentement, s'est approchée et a dit « La première semaine est la plus difficile. » J'ai cligné des yeux. « Pardon. Vous dormez dans une voiture, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement, sans méchanceté. Je reconnais les cheveux, le cou raide, le look du manteau couverture. La première semaine est la plus difficile. J'ai baissé les yeux. Je suppose que ça se voit. Elle s'est assise à côté de moi, pas trop près, et a sorti le sandwich emballé dans l'aluminium. Je suis Noémie, a-t-elle dit. Vous avez faim? J'ai secoué la tête. Je suis Ursule. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Elle mâchait tranquillement. Je fixais la section des biographies, me demandant quel genre de personne finit dans un livre et quel genre finit sur un parking. Vous avez essayé d'appeler vos proches? A-t-elle demandé. J'ai laissé quelques messages vocaux, ai-je murmuré. Il n'a pas rappelé. Elle a hoché la tête d'un air entendu. La mienne non plus. Ma fille a pris chaque centime de ma retraite quand je l'ai laissée m'aider à gérer mes finances. Elle m'a dit que c'était temporaire. Je me suis tournée pour la regarder. Elle a même changé mon mot de passe bancaire, ajouta Noémie, souriant sans humour. Elle a dit que c'était pour ma protection. J'aurais pu rire si je ne retenais pas mes larmes. Je ne savais pas que les filles faisaient ça, ai-je dit. Elle a incliné la tête. Je ne savais pas que les fils le faisaient non plus. Pour la première fois depuis des jours, je me suis sentie moins seule, moins comme une erreur singulière, plus comme un membre d'un triste club secret, des mères jetées comme des décorations saisonnières. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, d'arthrite, du personnel de la bibliothèque qui fermait les yeux, des meilleures stations-service pour l'eau chaude et des parkings les plus doux pour dormir. Et puis Noémie a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Ils peuvent nous faire taire, ignorer nos appels, fermer leurs portes, mais nous avons encore le choix du genre de femme que nous voulons être dans ce silence. Cette phrase m'a tenue comme la main d'une mère. Douce, forte. Elle m'a tapoté l'épaule et s'est éloignée, disparaissant dans la section des essais comme un personnage d'une histoire que je n'avais pas fini de lire. J'ai regardé à nouveau mon téléphone. Aucun nouveau message. Mais pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à la mort. Il ressemblait à une attente, et j'avais encore du souffle. L'objet de l'email disait « Hôtel Weston, midi. S'il te plaît, viens ». Au début, j'ai pensé que c'était un spam. J'ai failli le supprimer. Mais ensuite, j'ai vu le nom de l'expéditeur, Grégoire Harper, mon frère. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 20 ans. Pas depuis les funérailles de maman.
Je me suis redressée sur le siège conducteur de la Laguna, le dos endolori par l'angle inconfortable dans lequel j'avais dormi. L'air sentait faiblement le vieux tissu d'ameublement et le désespoir, les fenêtres embuées par ma respiration. J'ai ouvert l'email. Ursule, j'ai entendu. Je ne sais pas tout, mais j'ai entendu. Est-ce que tu dors vraiment dans une voiture? Je serai à l'hôtel Weston au centre-ville demain à midi. S'il te plaît, rejoins-moi. Pas de questions, pas de pression. Viens juste avec l'appétit. Je t'embrasse, Grégoire. J'ai cligné des yeux. Grégoire, mon grand frère qui m'avait appris à voler des biscuits avant le dîner, qui avait joué de la guitare à mon mariage, qui avait disparu sans un au revoir il y a des années, nous laissant, papa, maman et moi, nous demander si nous avions jamais compté pour lui. Je me souviens que Nathan l'appelait une fois « l'oncle égoïste ». Il avait demandé « Pourquoi oncle Grégoire ne nous rend pas visite ?» Parce qu'il était un fantôme dans notre famille. Une ombre que tout le monde évitait. Personne ne l'avait jamais dit directement, mais l'histoire sous-entendait toujours la même chose. Grégoire était parti vivre une vie de riche célibataire et avait abandonné ses responsabilités. Pourtant, je fixais le message, relisant les mots comme s'ils pouvaient disparaître. « Est-ce que tu dors vraiment dans une voiture ?» J'ai regardé autour de moi le manteau que j'utilisais comme couverture, l'emballage de la barre de céréales que j'avais gardée de la veille. Le bouton cassé de mon gilet, maintenant maintenu par une épingle à nourrice. Oui, c'était bien le cas. Une partie de moi voulait l'ignorer. Je n'avais pas l'énergie pour une autre personne qui aurait pitié de moi ou, pire, qui serait déçue par moi. Mais une autre partie de moi, la voix plus petite et plus silencieuse que j'avais eue depuis trop longtemps, se demandait si peut-être il ne cherchait pas à me gronder, mais à me voir. Et pour une raison quelconque, je voulais être vue. J'ai répondu simplement, « D'accord ». Midi, le lendemain matin, je me suis arrêtée dans les toilettes d'une station-service au carrelage fissuré et au néon bourdonnant. Je me suis lavé le visage, brossé les dents avec une brosse à dents bon marché et de l'eau en bouteille, et j'ai appliqué ce qui restait de mon rouge à lèvres usé jusqu'au bout. Je me suis regardée dans le miroir. Ursule Harper, 68 ans, ancienne infirmière, ancienne propriétaire, mère, maintenant habitante de voiture, peut-être encore une sœur. À 11h43, je me suis garée dans le parking souterrain du Weston. Je n'étais pas allée dans un hôtel aussi chic depuis ma lune de miel. L'air sentait l'huile de citron et la confiance, des sols en marbre, une musique douce, des gens avec des manteaux propres. Je me sentais comme une intruse, mais j'ai quand même appuyé sur le bouton de l'ascenseur pour le hall. Quand les portes se sont ouvertes, je l'ai vu. Grégoire, plus âgé maintenant, bien sûr. Ses cheveux autrefois sauvages étaient maintenant argentés et soigneusement peignés en arrière, toujours grand, toujours large d'épaules, et ces mêmes yeux noisettes qui semblaient toujours savoir quelque chose de drôle. Il s'est levé en me voyant. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés. Puis il m'a serré dans ses bras plus longtemps que nécessaire, plus chaleureusement que prévu. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais », a-t-il dit. Moi non plus. Nous nous sommes assis dans la banquette d'angle du restaurant de l'hôtel. Serviette en lin, couvert poli. Il a commandé du café pour nous deux. J'ai étudié son visage. « Tu as l'air bien », ai-je dit prudemment. Il a souri. « Pas toi. Mais tu as l'air courageuse. » Je ne savais pas quoi répondre à cela. Il a fouillé dans son manteau et en a sorti une petite enveloppe, l'a glissée sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? » Quelque chose pour aider. Un début. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de cela, j'ai posé la question qui vivait en moi depuis 2 décennies. Pourquoi as-tu disparu? Son expression s'est adoucie. Parce que je ne pouvais pas survivre dans cette maison. Les attentes, la culpabilité, la perfection. J'ai fui. Oui, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, Ursule. J'ai mordu l'intérieur de ma joue. Il a ajouté. Et je ne savais pas pour Nathan, pour ce que lui et sa femme ont fait. J'ai détourné le regard, les larmes menaçaient, mais je les ai retenues. Je ne veux pas de ta pitié. Il a secoué la tête. Alors accepte mes excuses. Ma présence, mon canapé, mon temps. Ma sœur et tu mérites au moins ça. J'ai inspiré lentement. Ce n'était pas encore de la confiance, mais c'était quelque chose. Une petite ouverture. Et peut-être que c'était suffisant pour passer à travers. Grégoire me fixait comme s'il voyait un fantôme. Sa fourchette, à mi-chemin de sa bouche, s'arrêta en l'air et ne termina jamais son trajet. Il la reposa lentement, joignant ses 2 mains devant son visage. Ses yeux balayaient chaque centimètre de moi.
Les joues creuses, le gilet avec le bouton manquant, le léger tremblement de mes mains alors que je les enroulais autour de la tasse de café chaude. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-il. Je pensais que tu étais juste distante, que tu ne voulais pas parler. Je ne voulais pas supplier, dis-je, les yeux baissés. Pas même toi. Le cliquetis de la vaisselle et le doux murmure de la musique de piano en arrière-plan semblaient appartenir à une autre planète comparée à là où j'avais été. Une banquette arrière froide. Un emballage de barres de céréales froissées. Le silence. Grégoire se pencha en avant. Raconte-moi tout. N'oublie rien, s'il te plaît. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de la nuit où Léa a versé le vin. De la façon dont Nathan hochait la tête pendant qu'elle m'amadouait pour que je signe ce bout de papier. Le document qui m'a coûté ma maison, ma vie. Je lui ai parlé du jour où je suis rentrée du club de lecture et où j'ai trouvé les serrures changées. Du message qui disait « C'est la manière la plus douce ». Des nuits passées pliées dans la laguna, l'oreiller improvisé à partir d'un vieux sac de course rempli de pulls. De la douleur dans ma colonne vertébrale qu'aucune position ne pouvait apaiser, et de la question qui me hantait. Comment suis-je devenue un fardeau pour les personnes que j'ai autrefois nourries avec des mains tremblantes de jeune mère? Grégoire n'a pas interrompu. Pas une seule fois. Ses jointures sont devenues blanches autour de sa serviette. À un moment donné, il a détourné le regard, clignant rapidement des yeux. Quand j'ai fini, il n'y a pas eu de silence dramatique. Il a simplement fouillé dans la poche de son manteau et a sorti 2 enveloppes. Ça, dit-il en plaçant la première devant moi, c'est l'acte de propriété et les clés d'une maison de 4 chambres au haut de printemps. Quartier calme, sur un terrain d'angle. Je l'ai fait rénover l'année dernière, mais je n'avais pas encore décidé quoi en faire. Je l'ai fixé. Mes mains n'ont pas bougé. Et ça, continua-t-il en plaçant la 2e enveloppe sur la première, c'est un chèque de banque de 5 millions d'euros. Ma gorge s'est nouée. Grégoire, je ne peux pas accepter. Il leva doucement la main. Tu peux, et tu le feras. Mais pourquoi? Ai-je chuchoté. Pourquoi maintenant? Il se pencha en arrière, expira lentement. Parce que je ne veux pas que le prochain email que je recevrai à ton sujet vienne de la morgue, dit-il, la voix brisée. Parce que j'ai passé les 2 dernières décennies à essayer de faire la paix avec le fait que j'ai abandonné notre famille, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois celle qui soit punie. J'ai cligné des yeux, cherchant mes mots. Tu ne me dois pas ça. Il secoua la tête. Tu te trompes. Je te le dois. Tu as toujours été la bonne, la stable. Tu as maintenu les choses ensemble quand maman est tombée malade. Quand papa ne s'en sortait pas, tu étais là à chaque fois. Tu m'as aimé même quand je ne répondais pas à tes lettres. J'ai senti quelque chose de chaud et de douloureux pousser derrière mes yeux. Il continua. Je ne veux pas être le frère qui ne revient que quand il est trop tard. Tu es toujours en vie, Ursule. Et ça veut dire que tu mérites encore tout ce que ce monde t'a pris. J'ai touché les enveloppes. Elles ne semblaient pas réelles. Le papier était trop net, les chiffres trop grands. Mais les yeux de Grégoire, ils étaient doux, inébranlables. Je pensais que tu étais parti parce que tu t'en fichais. Ai-je dit? Je suis parti parce que j'étais faible, répondit-il. Mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. Un silence s'étendit entre nous comme un pont. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas envie de sauter. J'avais envie de le traverser. J'ai finalement demandé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu réussissais si bien? Il sourit tristement. Je ne voulais pas me vanter. Maintenant, je veux juste être présent. Le chèque est resté non ouvert, les clés intactes, mais quelque chose dans ma poitrine s'est déverrouillé. Non pas à cause de l'argent, ni même à cause de la maison, mais parce que quelqu'un m'avait regardé, vraiment regardé, et voyait encore une famille, me voyait encore moi. La maison de l'allée des Tilleuls était silencieuse quand je suis arrivée. Elle se dressait à l'angle d'une rue baignée de soleil, entourée d'une clôture blanche qui avait juste assez d'usure pour paraître honnête. Le magnolia dans le jardin avant s'étirait fièrement, ses branches épaisses projetant des ombres douces sur la pelouse. Des fleurs de la taille d'assiette à dessert se balançaient dans la brise comme si elles respiraient avec moi. Je suis restée sur le chemin de briques un long moment, mes doigts traçant la clé en fer que Grégoire m'avait tendue 24 heures plus tôt. Quand je suis entrée, la première chose qui m'a frappée a été l'odeur de chêne et d'huile de citron. Propre, mais chaleureuse. Pas stérile comme un hôtel. Non, cet endroit avait une âme. Les murs étaient peints dans la plus douce des teintes de crème, comme du lait mélangé à du miel. Le sol sous mes pieds était en chêne doré, poli mais pas glissant,
accueillant. De larges fenêtres laissaient entrer le soleil de l'après-midi qui tirait doucement sur le bois, réchauffant la plante de mes pieds fatigués à travers le caoutchouc fin de mes baskets. J'ai traversé lentement, presque avec révérence. Le salon abritait un simple canapé en lin et une table basse en bois. La cuisine était ouverte, carrelée de bleu pâle et de blanc. Les placards étaient remplis de produits de base. Quelqu'un n'avait anticipé. Il y avait même un panier de courses sur le comptoir. Du thé, du pain frais, des œufs et un pot de confiture de fraises. Je me suis arrêtée dans le couloir. Les chambres se tenaient comme des livres non ouverts, en attente, mais je n'étais pas encore prête pour elles. Au lieu de cela, je suis retournée dans la cuisine et j'ai ouvert le placard au-dessus de la cuisinière. J'ai sorti la seule chose que j'avais gardée à travers tout, enveloppée serrée dans une vieille thé d'oreiller, cachée sous le siège de la Laguna, ma théière en céramique. Ce n'était rien de grandiose, juste un verre forêt profond avec un petit éclat le long du bec, mais elle avait autrefois vécu sur le rebord de la fenêtre de mon ancienne cuisine. Nathan me l'avait offerte pour mon 50e anniversaire, à l'époque où maman venait encore avec un baiser sur la joue. Je l'ai remplie d'eau et l'ai posée sur la cuisinière. La flamme a sifflé doucement à la vie sous la bouilloire. En attendant, je me suis tenue près de la porte arrière, regardant le magnolia de l'autre côté. Le jardin s'étendait tranquillement, un petit patio, une mangeoire à oiseaux se balançant paresseusement, et un banc sous un arbre qui commençait tout juste à rougir d'automne. Quand la bouilloire a sifflé, j'ai éteint le feu et j'ai versé l'eau avec précaution sur un sachet d'Earl Grey. J'ai tenu la tasse à deux mains, laissant la chaleur s'installer dans mes os. Puis je me suis assise à la petite table en bois près de la fenêtre, en silence. Je n'ai pas appelé Nathan, pas envoyé de SMS à Léa, pas même allumé le téléphone que Grégoire m'avait donné. Il n'y aurait pas d'annonce, pas de justification, pas d'explication. Seulement ce moment, cette chaise, ce thé. J'ai pris ma première gorgée lentement. La saveur était familière, presque surprenante par son immuabilité. La bergamote, le thé noir, le léger murmure de miel que j'y avais ajouté. Ça avait le goût de quelque chose d'avant. Avant les signatures, avant les serrures, avant les nuits sous les lumières des parkings, ça me rappelait que j'existais encore. Pas comme maman, pas comme le fardeau, juste Ursule. La vapeur montait doucement devant moi. Je la regardais danser, se dissoudre. Je regardais les oiseaux passer devant la fenêtre. Je regardais la lumière du soleil glisser sur le sol comme une lente bénédiction. Personne ne savait que j'étais ici. Et j'aimais ça, car pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas d'être invitée à entrer. Je n'étais pas debout devant une maison qui avait été la mienne. Je ne demandais pas la permission d'appartenir. Cet endroit n'avait pas encore de souvenirs. Pas de fantômes dans les murs, pas de photos pour me serrer la gorge, seulement de l'espace, du silence et le doux murmure d'un nouveau départ. C'était le genre de coïncidence qui semblait presque voulu. Je sortais du supermarché avec un modeste sac de fruits et de thé quand quelqu'un a prononcé mon nom doucement mais avec certitude. Madame Langford. Je me suis retournée. Une femme d'environ 35 ans se tenait là, dans un blazer gris anthracite et des talons pratiques. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière, et son expression se situait entre l'incrédulité et la tendresse. « Rachel ?» ai-je demandé lentement, reconstituant le jeune visage derrière le tailleur strict. « Rachel Thomas. » Elle a hoché la tête, ses yeux s'embuant instantanément. « Je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi, » a-t-elle dit en s'avançant. « Vous me laissiez rester dans votre salle de classe pendant les pauses déjeuner quand je n'avais pas les moyens de manger. Vous glissiez des barres de céréales dans mon sac à dos. Vous m'avez dit que j'étais assez intelligente pour faire des études de droit, même quand je peinais à finir le lycée. » Sa voix s'est brisée. « Vous avez tout changé. » Je n'avais pas pleuré depuis des semaines, mais à ce moment-là, sous les lumières fluorescentes ternes d'un parking, quelque chose s'est brisé en moi. Nous nous sommes étreintes. Elle a insisté pour que nous prenions un café. J'ai essayé de protester, mais elle a balayé mon objection d'un geste de la main. « Je vous dois au moins ça, » a-t-elle dit. Dans un coin tranquille d'un café, nous nous sommes assises l'une en face de l'autre, la vapeur s'élevant entre nous. Je n'avais pas l'intention de tout lui dire. Je voulais juste sourire, lui poser des questions sur son travail, hocher la tête poliment. Mais quelque chose dans son visage, ouvert, gentil, mais plus naïf, a fait jaillir la vérité. Je lui ai parlé de Nathan, de Léa, de la maison que je n'avais plus, et des documents que je n'avais pas entièrement compris avant de les signer. Du silence, de la voiture, du thé. Rachel n'a pas interrompu.
Elle a écouté comme quelqu'un d'entraîné à peser chaque mot. Quand j'ai fini, ses yeux s'étaient aiguisés, mais sa voix est restée douce. Madame Langford, dit-elle en posant sa tasse de café. Ce que vous venez de décrire n'est pas seulement de la cruauté. C'est potentiellement criminel. Au minimum, nous sommes face à de la coercition, possiblement un abus de faiblesse sur personne âgée. Je la fixai. Je n'essaie pas de me venger, dis-je doucement. Je veux juste comprendre comment j'ai été effacée de ma propre vie. Elle hocha lentement la tête, croisant les mains. Alors laissez-moi vous aider. Mais je dois être honnête. Cela pourrait devenir compliqué. Nous pourrions découvrir des choses douloureuses, et vous devez être prête au fait qu'une partie de tout cela pourrait être délibérée et pas seulement de l'amour mal avisé. J'ai senti ma gorge se serrer. Pouvez-vous gérer ça? A-t-elle demandé. J'ai marqué une pause. Je pense que je dois le faire. Rachel a sorti un bloc-notes de son sac. D'accord, dit-elle en cliquant sur son stylo. Alors commençons discrètement. Au cours de l'heure suivante, nous avons commencé à assembler la mosaïque de ma vie financière et juridique. Je lui ai remis le dossier que Grégoire m'avait aidé à rassembler, des copies du transfert de l'acte de propriété, des relevés de compte bancaire, même un ancien rapport de crédit que j'avais imprimé des années auparavant. Rachel posait des questions avec soin, méthodiquement. Quand le courrier a-t-il cessé d'arriver chez vous? Vous souvenez-vous de ce que Nathan a dit lorsque vous avez signé le document de refinancement? Y a-t-il eu une procuration médicale signée? Elle griffonnait des notes, signalait les pièces manquantes et soulignait des bizarreries que je n'avais même pas remarquées. De petits changements dans la propriété des comptes. Des virements qui ne correspondaient à aucun souvenir que j'avais. L'air entre nous est devenu plus lourd. Il y a un schéma ici, dit-elle finalement. Mais je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Ce que nous devons faire maintenant, c'est demander l'historique bancaire complet de vos anciens comptes et extraire l'historique du titre de propriété de votre bien. Nous voudrons également vérifier l'existence de fiducies ou de SARL dans lesquelles votre nom aurait pu être transféré sans votre consentement. J'ai regardé le dossier entre nous. J'avais l'impression que ma vie avait été réduite à des codes-barres et des signatures. Mais à côté de moi se trouvait quelqu'un qui pouvait les lire comme une carte. Merci, ai-je chuchoté. Je ne savais même pas par où commencer. Rachel sourit. Commencez ici, dit-elle en tapotant le papier. Avec la vérité. Discrètement, morceau par morceau, nous la reprenons. C'est étrange comme la trahison ne porte pas toujours un visage. Parfois, elle se présente sous forme de chiffres. De lignes sur un tableur. De noms sur un relevé qui n'ont rien à y faire. Rachel était méthodique. Elle a tout imprimé. Relevé bancaire, documents de propriété, historique de crédit. Nous étions assises l'une en face de l'autre dans son petit bureau de la rue de l'Érable. Un endroit qui sentait légèrement l'encre et le désinfectant au citron. Il y a quelque chose que je veux que vous voyiez, dit-elle un après-midi, en tapotant la première page d'une impression. 2 cartes de crédit, toutes 2 ouvertes au cours des 14 derniers mois, toutes 2 à mon nom, toutes 2 avec des adresses postales menant au domicile de Nathan. Avez-vous autorisé cela? A-t-elle demandé. J'ai cligné des yeux, mes doigts tremblant légèrement en prenant les pages. Non, ai-je dit. Je n'ai jamais eu qu'une seule carte de crédit. Je l'ai fermée quand j'ai quitté mon poste d'infirmière. Rachel hocha la tête d'un air sombre. Alors c'est une usurpation d'identité. Mais comme vous êtes sa mère, ils ne le signaleront probablement pas à moins que nous insistions. Les pages suivantes étaient plus difficiles à regarder. Des dizaines de milliers d'euros de dépenses. Des restaurants chics à Bordeaux. Des réservations d'hôtels à Biarritz. Des meubles de créateurs provenant de catalogues dont je n'avais jamais entendu parler. Ce n'était pas pour moi, ai-je marmonné, l'estomac noué. Cela ne faisait aucune partie de ma vie. Rachel n'a pas eu besoin de répondre. Son silence suffisait. Vint ensuite le dossier de l'hôpital. Elle avait demandé les dossiers de la brève hospitalisation que Nathan et Léa avaient organisée il y a 2 ans. Je m'en souvenais clairement maintenant. Un après-midi, ils avaient insisté sur le fait que j'agissais bizarrement. Ils avaient dit qu'ils s'inquiétaient pour ma sécurité. L'instant d'après, une camionnette blanche est arrivée. 2 hommes m'ont aidé à y monter, doucement mais fermement. Je pensais que c'était un examen de contrôle, une précaution. Au lieu de cela, j'ai été maintenue en observation psychiatrique pendant 3 jours. Rachel a posé le formulaire devant moi.
Une autorisation légale pour une évaluation médicale d'urgence. Votre signature est dessus, a-t-elle dit, mais nous pensons qu'elle a été falsifiée. La signature était tremblante, décentrée, mais plus important encore, je ne me souvenais pas l'avoir jamais apposée. Léa a soumis cela en votre nom, a ajouté Rachel. Elle a prétendu que vous présentiez des signes précoces de démence, que vous aviez essayé de sortir pieds nus et que vous aviez oublié votre nom. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas comme un éclatement. Non, c'était plus silencieux, comme une tasse de thé en porcelaine se fendant doucement au centre, presque élégamment. Ils voulaient le contrôle, ai-je chuchoté. Rachel hocha la tête. Et ils l'ont obtenu. Avec ce document, ils ont pu passer outre beaucoup de vos décisions temporairement, du moins assez pour agir. Elle m'a tendu le dossier suivant. C'était un acte de propriété. Mon nom n'y figurait plus. Mais Grégoire, il m'a donné cette maison. C'est vrai, dit Rachel. Mais 2 mois après le transfert du titre de propriété, elle a été utilisée comme garantie pour un prêt d'investissement immobilier. Elle a tourné la page pour montrer un formulaire notarié. Nathan et Léa avaient demandé le changement de titre de propriété pour le transférer à une fiducie familiale, se nommant eux-mêmes gestionnaires principaux et bénéficiaires. Ils ont dit à la banque que vous viviez avec eux, mais que vous vouliez qu'ils s'occupent de toute la logistique. Elle m'a montré le prêt, 1,2 million d'euros, émis par un prêteur privé, et l'adresse indiquée comme actif garanti, ma nouvelle maison. La maison est toujours techniquement à vous au sens juridique, a déclaré Rachel. Mais vous devriez contester le transfert de la fiducie, et vite. Ils l'ont déjà utilisé pour obtenir des capitaux. S'ils font défaut, ils ne perdent rien, ai-je terminé. C'est moi qui perds tout, encore une fois. Rachel hocha la tête, la bouche une ligne fine. Je fixai la table, la montagne de trahison imprimée. J'avais autrefois cru que le silence était de l'amour. Qu'en ne me battant pas contre mon fils, je préservais le peu de relations qu'il nous restait. Mais le silence m'avait fait disparaître. Et maintenant, seule la vérité pouvait me ramener. Cela faisait 6 semaines, 42 jours que j'avais été mise à la porte de la maison que j'appelais autrefois mon foyer. 42 matins à me réveiller sous un nouveau toit, à préparer du thé dans une cuisine qui sentait encore la peinture fraîche et les souvenirs non partagés. Et puis le téléphone a sonné. Je pliais du linge, des serviettes de toilette et l'un de ces peignoirs moelleux que Grégoire avait insisté pour que j'achète. La sonnerie était familière mais discordante, traversant le calme comme un vent vif à travers un rideau fragile. Nathan mobile. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a survolé le cercle vert presque par réflexe. Un instant, j'ai imaginé sa voix, comment elle sonnait quand il était petit garçon. Pleine de rire et de dents de lait manquantes. Mais ce n'était pas cette voix qui attendait de l'autre côté de la ligne maintenant. Aucune excuse n'attendrait là. Aucune confession, aucune compréhension, juste de la manipulation déguisée en inquiétude. Du gaslighting servi sur un ton familier. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne l'ai pas touché. À la 5e sonnerie, j'ai senti ma poitrine se serrer, mon estomac se tordre comme il le faisait toujours avant une confrontation. À la 7e sonnerie, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne devais ma paix à personne. Alors j'ai laissé sonner. J'ai laissé le son remplir la maison comme de la fumée jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même, jusqu'à ce que le silence revienne, riche et plein. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. Pas de message, juste l'absence d'un message. Parfois, ne pas répondre est la chose la plus forte que l'on puisse faire. Je suis restée immobile un instant, les mains humides du coton chaud, et je l'ai dit à voix haute, juste 1 fois, pour moi-même. Parfois, le silence est le non le plus puissant, plus fort que de crier, plus fort que de supplier, plus fort que de s'expliquer à des gens déjà décidés à ne pas écouter. Je me suis assise au coin repas. Le soleil frappait le magnolia à l'extérieur sous un angle doux. Les feuilles bougeaient avec une telle grâce que j'en ai presque oublié les mois qui m'avaient conduite ici. Mais la paix, j'apprenais, n'est pas la même chose que l'oubli. C'est choisir de se souvenir différemment. Plus tard dans la journée, Rachel m'a envoyé un SMS. Des nouvelles à venir. Consulte tes emails vers 16 heures. J'ai attendu, préparé plus de thé, plié le reste des serviettes. À 15h58 précise, l'email est arrivé. Sujet, mouvement sur le dossier financier de Nathan. En pièce jointe, un bref résumé. L'agent immobilier représentant le nouveau projet immobilier de Nathan,
Celui-là même que lui et Léa avaient garanti avec la fiducie frauduleuse liée à ma maison, s'était soudainement retiré. La note de Rachel était concise mais révélatrice. L'agent cite des doutes sur la validité du titre de propriété de l'actif. Nous perturbons officiellement leur élan. Je continue de pousser. C'est une bonne nouvelle. Très bonne. J'ai relu la phrase encore et encore. Des doutes sur la validité du titre de propriété. À cause de moi. Parce que je n'avais pas disparu. Parce que le silence n'est pas l'absence d'action. C'est parfois le début d'un nouveau genre d'action. Mon esprit est revenu à l'appel. Le nom de Nathan s'allumant comme s'il avait encore la permission. Il ne l'avait plus. Et quelque chose en moi avait changé. Pas avec de la rage, mais avec de la résolution. Il rappellerait. Bien sûr, il le ferait. Peut-être pour expliquer, peut-être pour s'excuser, peut-être pour supplier. Mais j'en avais fini de gérer ses sentiments. J'étais trop occupée à reconquérir ma propre vie. Il y eut un léger coup à la porte ce soir-là, un paquet de Grégoire, un livre qu'il avait autrefois essayé de me prêter à l'université. J'ai souri. Le mot à l'intérieur était simple. Pour le prochain chapitre. Je t'embrasse, G. Le prochain chapitre. Cette nuit-là, j'ai mis mon téléphone en mode avion, allumé une bougie à la lavande et écrit dans mon journal pour la première fois depuis des années. Je n'attends pas d'être réinvité. Je construis la version du foyer qui ne peut être prise. Pas de serrure, pas de clé, juste la vérité et la paix. Grégoire ne faisait jamais les choses à moitié. Quand il disait qu'il aiderait, il ne parlait pas d'appels téléphoniques ou de hochements de tête sympathiques. Il parlait de mouvement, de force, de gens. Un matin, à peine une semaine après le premier appel téléphonique silencieux de Nathan, Grégoire s'est présenté à ma porte en costume bleu marine, impeccable, repassé, et avec 5 longueurs d'avance sur tout le monde. Il n'était pas seul. « Voici Monsieur Forestier », dit-il en désignant l'homme à ses côtés, dont la poignée de main était ferme et dont les yeux ne manquaient rien. Détective privé, ancien de la police judiciaire, discret et minutieux. Avant que je puisse répondre, une autre personne est entrée derrière eux. Et voici Madame Chang, ajouta Grégoire, expert comptable judiciaire. C'est une magicienne avec les pistes papier. S'il y a un mensonge caché dans une décimale, elle le trouvera. Je suis resté là, tenant ma tasse de thé, toujours dans mon gilet, me demandant quand ma vie tranquille était devenue un briefing juridique. Grégoire, es-tu sûr? J'aurais dû être là il y a 20 ans, m'interrompit-il doucement. Laisse-moi bien faire les choses maintenant. Rachel est arrivée 10 minutes plus tard, son ordinateur portable déjà ouvert. Elle n'a pas sourcillé devant l'équipe que Grégoire avait réunie. Elle leur a simplement serré la main, s'est présentée comme mon avocate et s'est mise au travail. La table de la salle à manger s'est transformée en salle de crise. Monsieur Forestier a exposé une chronologie basée sur des entretiens, des relevés téléphoniques et les déplacements connus de Nathan. Madame Chang a déballé des années de transactions bancaires, plongeant dans les transferts de fonds fiduciaires, les hypothèques sur la propriété et les soudaines augmentations de l'activité de crédit de Léa. C'était vertigineux. Je me suis assise tranquillement, regardant ma vie être réduite à des feuilles de calcul et des signatures. Mais dans ces détails froids, la vérité émergeait. À midi, ils avaient esquissé une séquence d'événements qui m'a retourné l'estomac. Le contrôle de bien-être qui a conduit à mon séjour à l'hôpital, initié à l'aide de documents de procuration médicale falsifiés, signés non pas par moi, mais par Léa. Le refinancement de mon ancienne maison, approuvé sous le prétexte de mon incapacité, en utilisant des déclarations que Léa et Nathan avaient soumises avec des allégations de dépendance financière manipulée. Les documents de procuration que j'aurais prétendument signés, déposés 2 jours après mon admission, horodatés alors que j'étais sous forte sédation. Rachel s'est adossée à sa chaise, les bras croisés, les sourcils froncés. Ce n'est pas seulement de l'exploitation, dit-elle. C'est une manœuvre juridique calculée. Quiconque les a aidés à faire passer ça connaissait le système. Grégoire se pencha en avant. Nous devons découvrir qui. Rachel hocha la tête. Nous le ferons. Mais je dois être claire avec vous deux. Elle se tourna vers moi, sa voix s'adoucissant. Nous avons assez pour monter un dossier pour fraude civile, manquement aux devoirs fiduciaires, et potentiellement même abus de faiblesse sur personne âgée. Mais porter plainte maintenant vous entraînerait dans des dépositions, des contre-poursuites, l'attention de la presse. Elle fit une pause. Êtes-vous prête pour ça? J'ai baissé les yeux sur mes mains, ridées, fatiguées,
mais plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. Non, ai-je dit. Pas encore. Grégoire parut surpris mais ne discuta pas. Rachel sourit simplement. Bien, dit-elle, parce que j'ai une meilleure idée. Elle a cliqué sur un fichier sur son ordinateur portable, un mémorandum juridique qu'elle avait commencé à rédiger. Au lieu de poursuivre, nous envoyons une mise en demeure avec les conclusions ci-jointes. Discrètement, par l'intermédiaire d'un avocat, nous leur faisons savoir que nous savons. J'ai haussé un sourcil. C'est tout. Pour l'instant, répondit-elle. Parce que parfois, un murmure de conséquence est plus fort qu'un tribunal. Elle regarda Grégoire. Si nous faisons cela correctement, nous pouvons démanteler la structure qu'ils ont construite sans exposer Ursule à une bataille publique. Morceau par morceau. Nous ne poursuivons pas. Du moins, pas encore. Grégoire se pencha en arrière, les bras croisés. Et s'il ne recule pas? Les yeux de Rachel ne sillèrent pas. Alors on enlève les gants. La pièce fut silencieuse un instant. Puis Grégoire me regarda. C'est à toi de décider, sœurette. J'ai hoché lentement la tête. Donnons-leur la chance de faire ce qui est juste. Même si je sais qu'ils ne le feront pas. Rachel sourit doucement. Parfois, il ne s'agit pas de croire qu'ils le feront. Il s'agit de s'assurer qu'ils savent que vous pourriez les y forcer. Il y a une différence entre se préparer à la guerre et se préparer à la vérité. Je ne voulais pas de guerre. Je ne voulais pas de drame, de dispute à grands cris, ou que mes voisins voient quelque chose se dénouer sur ma pelouse. Je voulais une précision tranquille. Un miroir propre et immobile tendu à Nathan pour qu'il puisse se voir. Peut-être pour la première fois. Alors, j'ai tout imprimé. Je suis restée assise dans le salon pendant 2 jours entiers, les papiers s'échappant de l'imprimante sur le sol. Chaque page portait quelque chose de petit mais de tranchant. Une demande de prêt non autorisée, une signature falsifiée, un formulaire d'admission à l'hôpital auquel je n'avais jamais consenti. Plus j'imprimais, plus le poids dans ma poitrine commençait à se déplacer, non pas à disparaître, mais à se redistribuer en quelque chose de plus solide, une colonne vertébrale. Rachel avait tout organisé dans des dossiers à usage juridique. Mais j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'avais besoin d'une seule version humaine claire. Alors, j'ai fait une seule copie de tout. Je les ai triés, j'ai surligné les noms-clés, encerclé les dates, et utilisé des post-it comme une enseignante se préparant à une réunion parents-professeurs. Sauf que cette fois, j'étais à la fois l'enseignante et le parent, et l'enfant était devenu trop puissant pour son propre bien. Quand ce fut terminé, j'ai tout clipsé dans un classeur bleu marine. Rien de dramatique, juste un simple classeur en plastique, du genre que je donnais à mes lycéens quand ils avaient besoin de structure. Je l'ai posé délicatement sur la table à thé de mon salon. Pas caché, pas trop évident, juste au centre où on ne pouvait pas le manquer. Ensuite, je suis allée faire des courses. La vieille théière en céramique que j'avais emportée de la maison que Nathan avait prise était ébréchée. Elle m'avait bien servi, mais aujourd'hui exigeait quelque chose de différent. J'ai trouvé un plateau en verre vert pâle dans une brocante, juste assez élégant. 2 nouvelles tasses à thé avec des soucoupes assorties, en porcelaine blanche avec un fin liseré doré, tranquillement défiante. Quand je suis rentrée, j'ai fait infuser de la camomille. Non pas parce que j'attendais de la compagnie, pas encore, mais parce que j'avais besoin de pratiquer à quoi ressemblait le calme. J'ai tout disposé. Le plateau, les tasses, les serviettes pliées, une assiette de sablé, et le classeur. Pas de mots, pas de menaces, pas de supplications, juste la vérité là, sans phare et en attente. Je me suis assise en face de la 2e tasse et je l'ai fixée pendant un moment. Cela ressemblait à une offre de paix, mais ce n'en était pas une. C'était une invitation à la réalité. Si Nathan venait, il verrait ce que je voyais. Page par page, mensonge par mensonge, chaque euro, chaque document, chaque trahison silencieuse. Il ne pourrait pas dire qu'il ne savait pas. Et s'il le faisait, je lui tendrais simplement le classeur, verserais le thé, et laisserais le poids de tout cela s'installer entre nous. J'avais décidé depuis longtemps que je ne crierais pas. Il y avait eu assez de voix élevées dans cette vie. La sienne, la mienne, celle de Léa. Crier n'a jamais fait écouter plus attentivement. Ça a juste rendu l'espace entre nous plus bruyant. Non, cette fois serait différente. S'il venait, je resterais assise en silence et laisserais le classeur parler. Je laisserais les pages épeler le genre d'homme qu'il avait choisi de devenir. Et puis je m'excuserais, peut-être pour aller arroser le magnolia, peut-être pour faire un gâteau. Je n'avais pas décidé.
Tout ce que je savais, c'est que je ne m'expliquerais plus. Je ne lui demanderais pas pourquoi. Je ne le supplierais pas de mieux m'aimer. Mon amour l'avait déjà construit, nourri, éduqué, logé. Ce qu'il faisait de ses fondations était maintenant sa propre histoire. Mais je ne lui permettrais pas de modifier la mienne. Il y avait une sorte de paix dans la préparation. Pas la paix du pardon encore. Je n'en étais pas là. Mais la paix de ne plus courir après une rédemption qui n'était pas offerte. Ce soir-là, j'ai éteint les lumières à 21 heures précises. Le plateau est resté sorti. Le thé avait refroidi. Les biscuits n'avaient pas été touchés. Le classeur n'avait pas été ouvert. Mais tout attendait. Parce que parfois, la chose la plus puissante qu'une mère puisse faire, c'est d'être immobile. Il était 7h42 du matin quand la sonnette a retenti. J'étais encore en robe de chambre, debout dans la cuisine, attendant que la bouilloire siffle. Le son m'a surprise, non pas parce qu'il était tôt, mais parce que je savais qui ce devait être. Personne d'autre ne sonnait aussi doucement, comme incertain de vouloir être laissé entrer. J'ai ouvert la porte lentement, et il était là. Nathan se tenait sur mon porche, tenant un bouquet de roses blanches, le même genre qu'il avait apporté aux funérailles de son père. À l'époque, elles avaient l'air nettes, élégantes, pleines d'une grâce solennelle. Aujourd'hui, les pétales pendaient légèrement, comme si eux aussi s'étaient lassés. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient cerclés de rouge avec des cernes sombres en dessous. Il avait l'air plus mince, usé, pas l'homme poli et confiant qui m'avait autrefois tendu une pile de papier juridique en l'appelant un cadeau. Sa voix s'est brisée. « Salut, maman. » Je n'ai rien dit. Il a jeté un coup d'œil aux fleurs, puis de nouveau à moi. Je suis désolé. Je ne pensais pas que les choses iraient aussi loin. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Cette dernière phrase est restée en suspens dans l'air comme du brouillard, dense, à moitié vrai, destinée plus à lui-même qu'à moi. Je me suis écartée, non pas avec un sourire, ni même un signe de tête, juste un geste silencieux. L'espace entre nous était maintenant à lui de le traverser s'il le choisissait. Il a hésité, puis est entré. Le classeur était toujours sur la table à thé, la deuxième tasse toujours en place. Une nouvelle théière de camomille infusait, parfumant la pièce d'un calme qu'il ne méritait pas mais qu'il recevrait quand même. Il s'est assis en face de moi sans y être invité. Je l'ai regardé jeter un coup d'œil au classeur, puis détourner rapidement le regard. Son pouce caressait nerveusement un pétale de rose effiloché sur le bord. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle avait falsifié des choses ou qu'elle avait pris des prêts à ton nom, commença-t-il. Du moins, pas tout. Je ne parlais toujours pas. Il a dégluti. Je pensais juste que peut-être si les choses étaient à notre nom, ce serait plus facile pour les impôts, pour la planification. Je ne pensais pas. Je veux dire, je pensais que tu aurais toujours la maison. Juste que sur le papier, elle serait à nous. La gymnastique mentale qu'il effectuait pour justifier la trahison était presque admirable dans ses acrobaties. Presque. Mais je n'ai pas interrompu, car c'était son effondrement. Et je n'étais pas là pour rattraper les fils. Il m'a finalement regardé dans les yeux. Maman, je suis désolée pour tout. Vraiment. Tu me manques. Les enfants te manquent. C'était le premier tour de couteau, utiliser les enfants. Il a toujours su où viser. Mais j'ai gardé mon regard stable. Doux, mais impassible. J'ai versé du thé. Une tasse pour lui, une pour moi. Toujours pas de mots. Il a siroté, puis l'a reposé, incapable de rester en place. Tu as toujours été si généreuse. Je pensais que tu pardonnerais ça aussi. Voilà. La racine. Pas la culpabilité, pas le regret, mais l'attente que je serais celle que j'avais toujours été. L'endroit doux où atterrir, le puits sans fond. J'ai tendu la main, j'ai soulevé le classeur et je l'ai posé doucement devant lui. Pas d'accusation, juste des preuves. Il l'a ouvert, ses mains se sont immobilisées. Pendant 10 minutes, le seul son fut le bruit des pages qui tournaient. Puis il a refermé et m'a regardé, non pas avec défi, mais avec autre chose. Une reconnaissance, peut-être même de la honte. Je ne savais pas que c'était aussi grave, a-t-il chuchoté. J'ai enfin parlé. Mais tu n'as jamais demandé. Le silence qui a suivi était différent. Il a hoché lentement la tête, et pendant un instant, j'ai vu le garçon qu'il était autrefois. Celui qui laissait des pissenlits dans la poche de mon manteau, qui me demandait de lire juste une page de plus avant de dormir. Il a fouillé dans sa veste, a sorti une enveloppe et l'a glissée sur la table. J'ai annulé tout ce que j'ai pu, et j'ai parlé à un avocat.
Nous te rendons l'acte de propriété. Tout ce que tu veux, maman, je le ferai. Je n'ai pas touché l'enveloppe. J'ai juste regardé les roses, encore assez fraîches pour sentir le chagrin, et j'ai laissé la vapeur de monter s'élever entre nous comme un brouillard se levant d'une vallée oubliée depuis longtemps. Il s'est assis lentement, regardant la pièce comme s'il était entré dans la mauvaise maison. Les parquets en chêne poli, le plaid en cachemire doux drapé sur l'accoudoir du canapé, les œuvres d'art encadrées sur les murs, modestes, de bon goût. L'endroit tout entier était calme, ensoleillé, serein. Ses sourcils se sont froncés. Maman, je pensais que tu vivais dans cette résidence pour personnes âgées, celle près de Maple Creek. J'ai laissé la question en suspens un moment, puis j'ai dit doucement, tu as mal pensé. Il a cligné des yeux. J'ai croisé les mains sur mes genoux. C'est ça le problème, Nathan. Tu as supposé beaucoup de choses pendant longtemps. Sur l'endroit où je vis, sur ce que je sais, sur qui je suis. Il s'est agité sur son siège. Léa a dit. J'ai levé une main légèrement, paume ouverte, non pas pour le faire taire, mais pour le ralentir. Je ne suis pas ici pour ressasser ce qu'elle a dit ou ce que tu as cru. Je suis ici parce que tu es revenu avec des roses blanches. Et j'ai pensé que tu étais peut-être prêt à voir clair. Ses yeux sont tombés sur la table, puis sur le classeur. Il était toujours fermé. Il a hésité. Maman, je ne suis pas venue pour me battre. Et je ne t'ai pas invité ici pour te battre, ai-je répondu. Je t'ai invité à voir, à écouter, à arrêter de fonctionner en pilote automatique, et enfin regarder ce que tu as fait et ce que tu as risqué. J'ai tendu la main vers le classeur et je l'ai fait glisser sur la table vers lui. Si tu veux reconstruire la confiance, Nathan, ça commence par lire ça. Tout. Lentement. Sans excuse. Sans interruption. Il a baissé les yeux sur la couverture. Simple, uni. Une étiquette de ma main. Ce que tu n'as pas vu. Pourtant, il n'a pas bougé. Alors, je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et je suis revenue avec 2 tasses de café. J'ai posé la sienne à côté du classeur. Je ne l'ai pas pressé. Je ne l'ai pas supplié de l'ouvrir, car il ne s'agissait plus de ce dont j'avais besoin de sa part. Il s'agissait de savoir s'il avait la force d'affronter ce qu'il était devenu. Il l'a pris. Page par page. Son visage a commencé à changer. Des copies de documents falsifiés, des captures d'écran d'activités de crédit non autorisées, des notes juridiques de Rachel, des chronologies manuscrites, une photocopie d'une signature, la mienne. Tremblante, inhabituelle, prouvait ne pas être la mienne du tout. Sa main s'est figée sur cette page. Ça, ce n'est pas ta signature, dit-il tranquillement. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas la mienne. Mais c'était suffisant pour une transaction immobilière, un prêt d'investissement, et une autorisation médicale qui m'a fait atterrir dans un établissement contre ma volonté. Il a couvert sa bouche avec sa main. Le silence qui a suivi n'était pas creux. Il était épais, vivant. Il s'est glissé dans les coins de la pièce, dans les espaces entre nous où la confiance vivait autrefois. Il a tourné une autre page, puis une autre. Au moment où il a fermé le classeur, ses yeux étaient humides. « Je ne savais pas », a-t-il chuchoté. « Je veux dire, je ne savais pas tout. Je pensais, honnêtement, je pensais que tu étais d'accord avec ça. Que tu ne voulais plus t'occuper des papiers, que c'était plus facile si vous preniez le relais ? Ai-je interrompu, pas durement, mais fermement. Si vous gériez les choses pour moi. Il a hoché lentement la tête. Vous n'avez pas pris le relais, Nathan. Vous avez pris. Il y a une différence. Il a grincé des dents, puis il m'a regardé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je me suis penché en arrière, j'ai expiré. Ça dépend de toi. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Tout rendre. Tout annuler. Annuler ne réparera pas tout, ai-je dit doucement. Certaines choses ne peuvent pas être rendues. Mais les comprendre, c'est un début. Il a tendu la main vers le classeur à nouveau, comme s'il allait le lire une deuxième fois. Je l'ai observé un moment, puis j'ai dit, « Tu as demandé si je vivais toujours en résidence pour personnes âgées. La vérité, c'est que j'ai déménagé le lendemain du jour où tu m'as dit que je n'avais plus besoin de vivre dans ma propre maison. » Ses yeux se sont agrandis. « Attends, cette maison ?» J'ai hoché la tête. Grégoire a aidé. Rachel a tout négocié légalement. Elle est à moi. Achetée à mon nom, en espèces. Pas d'hypothèque, pas d'acte de propriété partagée. Il s'est penché en arrière, stupéfait, puis il a souri, non pas de joie, mais de soulagement peut-être, ou de honte.
Je suppose que je ne savais pas que tu pouvais encore faire tout ça, a-t-il dit. J'ai pris une gorgée de mon café. Ça, ai-je répondu tranquillement, c'est exactement le problème. Il est resté assis là, le classeur toujours devant lui, bien qu'il ne l'ait pas touché à nouveau. Ses mains reposaient sur la table, une paume tournée vers le haut, comme s'il avait oublié comment se tenir. J'ai rempli sa tasse. Le thé avait refroidi, mais aucun de nous ne semblait s'en soucier. Il y avait assez de chaleur dans l'air. Il s'est éclairci la gorge. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il commencé, la voix rauque et basse, mais je ne savais pas comment. Je suppose que je ne sais toujours pas. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste attendu, laissant le silence nous envelopper comme un vieux châle familier. C'était Léa, a-t-il finalement dit, les yeux fixés sur un point du tapis. Elle a eu l'idée après les funérailles de papa. Elle a dit que tu serais vulnérable, que tu aurais besoin d'aide avec la maison, les finances, tout. Je lui ai dit que tu irais bien, que tu es forte, que tu l'as toujours été. Il a fait une pause, avalant difficilement. Mais elle a insisté. Elle a dit que ce serait intelligent de mettre les choses à nos noms. Que ça rendrait les choses plus faciles, plus sûres. Elle a dit que tu ne remarquerais même pas. J'ai croisé les mains, toujours silencieuse. Il a continué. Je ne voulais pas au début. Je te le jure, maman. J'ai résisté. Je lui ai dit que ça me semblait mal. Mais ensuite, je ne sais pas. Les choses ont commencé à se mettre en place trop facilement. Un appel téléphonique en a entraîné un autre. Une signature, puis une autre. J'ai commencé à penser qu'elle avait peut-être raison. Il m'a regardé alors, les yeux brillants, à vif. Et quand rien de mal n'est arrivé tout de suite, quand tu n'as pas posé de questions, je me suis laissé croire que c'était acceptable. Sa voix s'est brisée. Je me suis dit que nous nous occupions juste des choses pour toi, que ce n'était qu'un changement temporaire, une sauvegarde. Il a ri une fois, amer, embarrassé. Mais ce n'était pas ça. Pas vraiment. La vérité, c'est que ça me donnait du pouvoir. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose, de pouvoir prendre des décisions qui comptaient. Et ce sentiment, il s'est essuyé les yeux, c'était addictif. La pièce était très silencieuse. Il a continué, s'arrêtant à peine entre les mots maintenant. Et une fois que j'ai vu à quel point il était simple de déplacer les choses, d'ouvrir des comptes, d'utiliser la maison comme levier, j'ai arrêté de me demander si c'était bien. J'ai juste continué jusqu'à ce que tout parte en vrille. Et à ce moment-là, il était trop tard. J'ai versé plus de thé, j'ai posé la théière. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé. Je ne voulais pas te faire de mal. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais c'est la vérité. J'ai perdu de vue qui j'étais. Ce qui comptait. Une larme a glissé sur sa joue, puis une autre, jusqu'à ce qu'il pleure. Pas bruyamment, pas de manière théâtrale, juste ouvertement. Des sanglots silencieux qui venaient de quelque part de profond, un endroit qui n'avait pas été touché depuis le jour où nous avions enterré son père. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vu pleurer. Et pourtant, je n'ai rien dit. Pas de jugement, pas de monologue dramatique, pas de déclaration de pardon. J'ai simplement tendu la main vers la théière à nouveau et j'ai doucement rempli sa tasse. La vapeur s'est élevée lentement entre nous. Parfois, l'amour n'est pas bruyant. Parfois, la douleur n'exige pas de public. Parfois, le silence est le seul récipient assez solide pour contenir tout ce que nous ne pouvons pas dire. Il a pressé ses doigts sur ses yeux, essayant de se calmer, puis a expiré une longue respiration inégale. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il dit. J'avais juste besoin que tu saches la vérité, toute la vérité. » J'ai hoché la tête une fois, pas en accord, pas en rejet, juste en reconnaissance. Je l'avais entendu. C'était suffisant. Il a pris une gorgée du thé que j'avais versé. C'était à nouveau calme, mais pas froid. Il y a des moments dans une vie, rares, où la confrontation n'explose pas. Elle se dénoue doucement, en larmes, comme un nœud qui se relâche enfin après des années de tension. C'était l'un de ces moments. J'ai regardé mon fils. Il n'était pas celui que je pensais qu'il était, mais il n'était pas non plus celui qu'il pensait être. Et peut-être, juste peut-être, c'était la première fois que nous nous rencontrions tous les deux pleinement, douloureusement, honnêtement. La maison avait trouvé son nouveau rythme. Il n'y avait plus de tension dans l'air, plus d'attente pour la prochaine catastrophe, juste du calme. Chaleureux, immobile et étrangement digne. Comme le moment après une tempête, quand le monde est encore trempé,
mais que le tonnerre a perdu tout intérêt. Je venais de finir de plier une couverture légère sur le bord du fauteuil quand le nouveau téléphone a sonné. Ce numéro n'était pas public. Je l'avais changé peu de temps après ce matin dans la neige. Quand j'ai réalisé que la survie commence parfois par changer les serrures et changer de numéro. C'était un acte tranquille de mise en place de limites, une petite décision, mais c'était la mienne. L'afficheur indiquait un nom que je n'avais pas vu depuis des semaines. Léa. Mon pouce a survolé l'écran. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, j'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Quand il s'est arrêté, un point rouge est apparu. Un nouveau message. Je l'ai fixé et j'ai attendu. Puis la curiosité, ou peut-être l'intuition, m'a poussé à appuyer sur play juste assez longtemps pour entendre les premières secondes. Sa voix était calme, contrôlée, mais je pouvais entendre le tremblement qui se cachait en dessous. Ursule, s'il te plaît. Je t'appelle parce que Nathan ne va pas bien. Il ne dort pas. Il ne mange pas. Il n'arrête pas de faire les 100 pas et de prononcer ton nom. Il dit qu'il ne peut pas respirer sans régler ça. Une pause, puis une longue inspiration comme si elle retenait quelque chose. De la rage peut-être, ou de la honte. Peut-être les deux. Je sais que nous ne te devons rien. Je sais ce que nous avons fait. Mais s'il te plaît, s'il reste quelque chose, n'importe quoi, s'il te plaît, ne le laisse pas s'effondrer. C'est ton fils. Le message s'est terminé. La pièce était complètement immobile. Je suis restée là un long moment. Le téléphone toujours à la main. Le silence autour de moi semblait plus lourd que le message lui-même. Pas froid, pas hostile, juste complet. Je n'ai pas réécouté le message vocal. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas transféré. J'ai appuyé sur supprimer. Un seul clic. Disparu. C'est tout ce qu'il a fallu. Et le truc, c'est que ce n'était même pas par dépit, par vengeance ou par froideur. C'était la paix. C'était la paix de réaliser que je n'étais plus obligée de saigner pour des gens qui ne me tendraient même pas un pansement. Ils avaient pris ma chaleur pour de la faiblesse, ma confiance pour de la naïveté, mon silence pour de la reddition. Mais le silence, avais-je appris, pouvait aussi être une forme de clarté. Il pouvait signifier « Je te vois maintenant et je me choisis ». Il pouvait signifier « J'en ai fini de m'expliquer pourquoi je mérite mieux ». Il pouvait signifier « Cette conversation est terminée, même si elle n'a jamais commencé ». Léa avait toujours été calculatrice, polie, le genre de femme qui savait exactement quoi dire et comment le faire sonner comme une faveur alors que c'était en réalité une exigence. Je pouvais presque la voir répéter le message dans sa tête, essayant de paraître concernée plutôt que paniquée, essayant d'envelopper le contrôle dans l'illusion de la compassion. Mais cette fois, il n'y avait pas de réponse qui l'attendait. Pas de ma part. Parce que quelque chose en moi avait changé irrévocablement. Je me suis assise dans mon fauteuil, tenant une tasse chaude entre mes mains. Le thé était devenu tiède, mais ça ne me dérangeait pas. C'était le genre de calme qu'on n'interrompt pas, le genre qui se mérite. Nathan devrait maintenant se faire face. Ses décisions, son chagrin, sa culpabilité. C'était son chemin, pas le mien à porter. Je l'avais déjà porté à travers tant de choses, trop de choses. La pensée est venue sans drame, sans tristesse, sans même une larme. La chose qui a besoin d'être sauvée maintenant, ce n'est pas lui, c'est moi. J'ai fermé les yeux, laissé cette vérité s'installer au plus profond de ma poitrine, comme une pierre qui ne coule pas, mais qui ancre. Ils avaient pris la maison, les économies, les titres de propriété pour un moment. Mais j'avais repris quelque chose de bien plus puissant, moi-même. Rachel avait tout imprimé, chaque clause falsifiée, chaque enregistrement manipulé, chaque journal d'appel et transfert financier. Codé par couleur, annoté, encadré juridiquement dans un langage serré et propre. Elle a tout étalé sur la longue table du bureau de Grégoire. Celui avec les profondes étagères en chêne et ce vieux fauteuil en cuir qui craquait encore comme s'il gardait ses propres secrets. Grégoire se tenait derrière elle, les bras croisés, la mâchoire serrée de cette façon qui signifiait qu'il se contenait. Je me suis assise tranquillement, laissant le poids des papiers s'installer devant moi. Il ne se contentait pas de souligner des méfaits. Il les hurlait. Manipulation systémique, coercition, un conflit d'intérêts clair de la part du notaire impliqué, et plus encore. Rachel s'est éclairci la gorge. Je peux présenter ça au tribunal dans les 48 heures, a-t-elle dit. Litige civil, fraude criminelle, plainte potentielle pour abus de faiblesse. C'est béton, Ursule. Grégoire hocha lentement la tête.
Nous avons des précédents, un juge sympathique, et une documentation complète. Ils ont attendu. Le silence entre nous n'était pas tendu, juste plein. J'ai de nouveau regardé les documents, puis j'ai regardé Rachel. Elle était jeune, brillante, fougueuse d'une manière qui me rappelait comment j'étais autrefois, quand je pensais que la justice ne venait que sous forme de punition. Ses mains étaient déjà sur sa mallette, prête à tout y glisser. Mais j'ai doucement posé ma paume sur la pile de papier. Non, ai-je dit. Rachel a cligné des yeux. Non. Je l'ai regardé. Merci pour tout, vraiment. Mais ça n'a pas besoin d'aller au tribunal. Mais Ursule, a-t-elle commencé, ils t'ont volé. Ils ont essayé de t'effacer. Tu pourrais gagner. Je sais, ai-je répondu doucement. Mais je n'en ai pas besoin. Rachel avait l'air déconcertée. Pourquoi? J'ai expiré lentement. Parce que je n'essaie pas de gagner une guerre. J'essaie de récupérer ma vie. Les tribunaux ne vous donnent pas ça. Pas vraiment. Ils ne font que prolonger le bruit. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté. Si je les emmène en procès, l'histoire ne se termine jamais. Il y aura des appels, des déclarations, des dépositions, plus de chances pour eux de tordre les choses, plus d'oxygène pour alimenter le feu. Rachel s'est légèrement adossée. Je n'ai pas besoin de les battre, ai-je dit. J'ai juste besoin d'arrêter de jouer à leur jeu. Il y eut à nouveau un silence. Différent cette fois. Réfléchi, lourd de respect. Grégoire s'est finalement avancé, sa voix plus calme que ce à quoi je m'attendais. Je t'admire, a-t-il dit. Pas seulement parce que tu as traversé tout ça la tête haute. Mais parce que tu sais quand arrêter de marcher vers un combat. Je l'ai regardé. Je suis fatigué, Grégoire. Pas brisé, juste fatigué. Je veux la paix, pas la victoire. Il a hoché la tête, ses yeux doux. Je respecte ça. Et je suis fier de toi. Rachel a jeté un coup d'œil entre nous, puis a esquissé un sourire lent et réticent. Vous avez raison, a-t-elle dit. Légalement, nous pourrions gagner. Mais émotionnellement, vous avez déjà gagné quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. J'ai souri doucement. Ils m'ont laissé les papiers, au cas où. Pas de pression, pas de ressentiment. Juste une compréhension tranquille que parfois la justice n'est pas bruyante. C'est choisir de ne pas gaspiller son souffle à prouver ce que l'on sait déjà être vrai. Plus tard dans la soirée, j'ai glissé le dossier dans un tiroir. Non pas par peur, mais par finalité. Le coup frappé à la porte était doux, pas hésitant, juste respectueux, comme quelqu'un qui était déjà venu mais n'était pas sûr d'être encore le bienvenu. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Noémie là, les mains jointes devant elle, un petit sourire aux lèvres. Ses cheveux étaient relevés comme toujours, mais il y avait quelque chose de plus doux sur son visage. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux ne balayaient pas immédiatement la pièce, comme si elle ne vérifiait pas les dégâts cette fois. Un thé? Ai-je simplement demandé. Elle a expiré, presque soulagée. S'il te plaît. Je l'ai fait entrer. La maison était silencieuse. J'avais déjà laissé le plateau sur la table basse. Une habitude maintenant. 2 tasses en porcelaine. C'est la fleur que Grégoire avait envoyée. Les bonnes cuillères en argent. Une assiette de sablé au citron. Noémie s'est assise lentement, ajustant sa jupe. C'est joli ici. Oui. Nous avons versé le thé en silence. C'était toujours comme ça avec Noémie. Des couches de non-dits. L'histoire pliée dans chaque phrase. Elle avait observé mon effondrement de la périphérie. Elle ne m'avait pas trahi, mais elle n'était pas non plus intervenue. Et nous le savions toutes les deux. J'ai entendu parler du dossier, a-t-elle finalement dit. L'affaire, tout ce qu'ils ont fait. J'ai hoché la tête. Elle a remué son thé lentement, sans encore me regarder. Et Rachel ne poursuit pas. Elle le voulait, ai-je dit. Je ne voulais pas. Noémie a levé les yeux alors. Vraiment regardé. Tu ne portes pas plainte. Non. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Ursule. Ils ont essayé de t'effacer. Ils t'ont vidé. Ils t'ont menti, à toi et sur toi. Tu pourrais gagner. Je sais. Alors pourquoi ne pas te battre? J'ai pris une longue gorgée avant de répondre. Parce que le combat me coûterait plus que le vol, ai-je dit. Le tribunal n'est pas une guérison. C'est une exposition. Une retraumatisation déguisée en jargon juridique. Et pourquoi? Noémie se pencha en avant. Pour la justice.
La justice? Ai-je répété doucement. Ou la vengeance? Elle est restée silencieuse. J'ai adouci mon ton. Noémie, ils ont brisé quelque chose. Oui. Mais si je passe les 3 prochaines années à essayer de les briser en retour, qui suis-je alors? Elle a baissé les yeux sur sa tasse. Je ne comprends pas, a-t-elle dit. J'aurais tout brûlé après ce qu'ils ont fait. J'ai tendu la main, posant doucement la mienne sur la sienne. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit plus tôt, ai-je dit. Parce que je savais que tu serais bien intentionné, et je savais que tu voudrais du feu. Elle a dégluti. Mais ne mérites-tu pas de gagner? J'ai déjà gagné, ai-je dit doucement. Elle a froncé les sourcils. Comment? Parce que je suis assise ici, dans ma propre maison, buvant mon propre thé, sans dette, libre de leur emprise. Je ne suis pas arrivée ici en les détruisant. Je suis arrivée ici en choisissant de ne plus être détruite. Il y eut une pause, puis elle a demandé, « Mais eux? Ils s'en sortent comme ça ?» J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel avait pris cette douce couleur pêche avant le coucher du soleil. J'ai toujours aimé ce moment où la lumière rendait dorés même les coins les plus usés. Non, ai-je dit. Ils ne s'en sortent pas. Ils vivent avec. Ils se couchent en sachant ce qu'ils ont fait. Ils voient mon absence à chaque fête. Ils sont assis dans une maison payée par la honte. Je me suis retournée vers elle. C'est leur punition. Mon travail n'est pas de l'approfondir. Mon travail est d'arrêter de la laisser m'atteindre. Noémie n'a pas parlé pendant un long moment. Puis elle a dit, « Tu as changé. » Peut-être. Ou peut-être que je me suis juste enfin souvenue de qui j'étais avant tout ça. Elle a souri alors. Pas le genre de sourire triste. Le genre qui admettait quelque chose sans mots. Nous avons fini notre thé en silence, mais ce n'était pas lourd. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras. Pas de mots, juste de la chaleur et peut-être de la compréhension. La bibliothèque n'était qu'à 10 minutes à pied de ma nouvelle maison. Pittoresque, calme, nichée entre une boulangerie et un fleuriste. Je suis passée devant plusieurs fois avant d'y entrer, incertaine d'être prête à m'asseoir à nouveau dans une pièce pleine d'inconnus, et encore moins à parler. Mais un mardi matin, j'ai vu une affiche collée sur la vitrine. Thé et titre, cercle de lecture de quartier, tout sage bienvenue. Je suis rentrée chez moi et j'ai fixé la bouilloire avant de décider d'y aller. L'après-midi suivant, j'ai mis un gilet bleu doux que je n'avais pas touché depuis des années. Grégoire avait dit un jour que ça me donnait l'air presque trop gentille, et j'avais ri, ne sachant pas à quel point la perception de cette gentillesse me manquerait. Le groupe était petit, 8 femmes, 2 hommes. L'une d'elles me rappelait ma défunte voisine, Gladys. Le même rire pétillant. Un autre avait amené son petit-fils adolescent. Chacun avait apporté sa propre tasse. J'ai apporté celle avec une fissure sur l'anse. Celle qui avait survécu à tous les déménagements. Nous avons lu « Le jardin secret » cette semaine-là. Approprié, ai-je pensé. Tout le monde avait un endroit qui avait été fermé à clé, oublié, puis redécouvert. Je n'ai pas dit grand-chose. Pas au début. Mais j'ai écouté. J'ai ri quand le groupe se taquinait. J'ai senti ma poitrine se desserrer quand quelqu'un m'a offert un sablé sans hésitation. Cela faisait si longtemps que quelque chose de simple n'était pas assorti de conditions cachées. Quand ce fut terminé, une femme nommée m'a demandé si je reviendrais la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup, ai-je dit, et je le pensais. Le lendemain matin, je suis sortie dans mon jardin avec un sécateur à la main. Le magnolia se dressait près de la clôture du fond, pas grandiose, mais beau dans sa propre quiétude. Les fleurs étaient blanches, pleines, certaines commençant à brunir sur les bords à cause de la chaleur de l'été. J'ai coupé doucement celles qui étaient fanées, laissant les pétales tomber dans un panier tressé. Une brise a traversé les branches, transportant un parfum si doux qu'il m'a arrêté en plein mouvement. J'ai fermé les yeux. Pendant longtemps, je ne pouvais rien sentir sans l'associer à un souvenir que je n'avais pas demandé. La vanille me rappelait les lotions d'hôpital. Le cèdre me ramenait à la chambre d'amis où je séjournais temporairement. La lavande me rappelait Léa. Mais ça, c'était pur, juste du magnolia et du soleil. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le petit jardin que j'avais commencé à façonner. Des herbes en pot près du porche, un banc avec un coussin en crochet, des mangeoires à oiseaux dans le coin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. À l'intérieur, j'ai fait bouillir de l'eau pour le thé. Je n'avais pas besoin du plateau complet. Juste une tasse. Pas de public, pas de confrontation, pas besoin de me blinder.
J'ai choisi de la camomille cette fois. En attendant qu'elle infuse, je me suis appuyée contre le comptoir, regardant un colibri flirter avec la mangeoire à l'extérieur. J'ai pensé à toutes les années où j'avais bu du thé comme un médicament, amer et obligatoire, toujours lié à un rituel de rétablissement ou à me maintenir composé pour le confort de quelqu'un d'autre. Maintenant, c'était juste du thé. Je me suis assise sur les marches arrière, la tasse à la main, et j'ai respiré la vapeur. Et pour la première fois depuis des années, pas de serrement dans la poitrine, pas de douleur derrière les côtes, juste un doux silence. J'ai siroté et souri. Non pas parce que quelque chose s'était bien passé, non pas parce que quelqu'un s'était excusé, mais parce que j'avais fait de la place pour la paix, pour la possibilité, pour moi. Les magnolias dansaient légèrement dans le vent, comme s'ils expiraient eux aussi. J'ai de nouveau regardé ma tasse, l'inclinant vers la lumière. Pour la première fois depuis tant d'années, j'avais fait du thé, et il n'avait pas un goût amer. Il avait le goût d'un commencement. Je croyais que si je maintenais la famille unie assez longtemps, si j'aimais assez fort, si je me sacrifiais assez souvent, si je restais silencieuse juste assez longtemps, il finirait par me voir. La vraie moi, celle qui se souvenait des anniversaires, gardait la soupe chaude les jours difficiles, mettait des économies de côté au cas où, et avait les bras toujours ouverts. Mais certaines personnes ne voient pas, elles prennent. Et puis elles se retournent et demandent pourquoi vous êtes vide. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un me l'explique, le répare ou l'annule. Maintenant, je me réveille dans une maison qui sent l'huile de citron et le basilic fraîchement arrosé. Personne ne crie. Pas de pas qui claquent dans les couloirs. Personne ne me traite de dramatique parce que je demande à être traitée avec gentillesse. Je passe devant le miroir et je ne tressaille plus. Certaines nuits, je crois encore entendre mon téléphone vibrer avec un message de Nathan. Je le prends et il n'y a rien, juste le silence. Mais j'ai appris que le silence n'est pas l'ennemi. Le bruit peut mentir. Le bruit peut implorer le pardon avec une langue fourchue. Le bruit peut porter un costume et tenir un bouquet de roses blanches tout en complotant ce qu'il reste sur votre compte en banque. Le silence, cependant, le silence est honnête. Alors je m'assois avec lui, je sirote mon thé, j'arrose mes plantes, je souris aux voisins, je relis de vieilles lettres que je n'ai jamais envoyées, je regarde le soleil du matin peindre mon salon en or. Je me suis vue davantage ces derniers mois que pendant les 30 années passées à être la mère de quelqu'un, la femme de quelqu'un, l'ombre de quelqu'un. J'ai récemment trouvé une photo de moi, cachée dans un vieux livre. Je devais avoir 30 ans. Le vent dans les cheveux, de la peinture sur mon jean, riant de quelque chose hors champ. Je l'ai fixée pendant un long moment. J'ai chuchoté, « Tu es toujours là ». Et je pense qu'elle m'a entendu. Elle est réapparue la semaine dernière quand j'ai dansé pieds nus sur du Ella Fitzgerald en faisant un gâteau. Elle était là quand j'ai dit non à l'offre de Rachel de reprendre une action en justice et que j'ai plutôt réservé un séjour en solo dans un chalet en Auvergne. Elle a pointé le bout de son nez quand j'ai surpris mon reflet et que j'ai dit à voix haute, « Je ne suis pas amère. Je suis meilleure. » Parfois, la guérison n'arrive pas en feu d'artifice. Parfois, elle entre sur la pointe des pieds. Silencieuse, délibérée, et inaperçue du monde. Mais moi, je la remarque. Je l'entends dans la façon dont ma voix ne tremble plus. Je la sens dans la façon dont je ne me précipite plus pour combler le silence. Je la vois dans la façon dont j'ai arrêté de supplier les gens de rester. Nathan a fait son choix. Léa a fait le sien. Et j'ai fait le mien. Un chemin différent. Un chemin sans manipulation. Un chemin sans excuses performatives. Un chemin qui a le goût de la paix, pas de la culpabilité. Certains diront que j'aurais dû me battre plus fort, intenter des procès, exiger une restitution, récupérer tout ce qu'ils ont pris. Mais ce qu'ils ont pris n'a jamais été le vrai trésor. Le vrai trésor, mon temps, ma vérité, ma tendresse, ça, je le récupère chaque jour. Je me réveille et je respire plus facilement. J'ai planté des jonquilles la semaine dernière. Je sais que c'est un peu tard dans la saison, mais la terre était meuble et mes mains me démangeaient de faire pousser quelque chose de nouveau. J'ai souri en creusant parce que je ne plantais pas pour une réunion de famille, une fête, ou pour impressionner qui que ce soit. Je plantais pour moi, pour la joie, pour la beauté, pour la preuve que quelque chose peut refleurir. Même si cela a été écrasé une fois. La dernière page de mon journal dit simplement « Mon fils a choisi son chemin. Moi aussi. L'un menait à la perte, l'autre à la paix. Et j'ai choisi la paix. » Qui a dit que la paix ne pouvait pas venir après 67 ans? Maintenant, je vous demande, si quelqu'un que vous aimez vous trahit, lui pardonneriez-vous? J'ai choisi le silence. J'ai choisi de continuer à marcher. J'ai choisi de planter de nouvelles choses.